Voilà. La prise. Et donc, on va passer sur le temps d'intervention. Donc, je ne sais pas qui veut commencer d'ailleurs. On est au choix. Bon, donc on va commencer par la présentation du SESF et puis on envoyera tout de suite par celle de la communauté urbaine. Hop. Et voilà. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, Natacha Le Cerf-Noël, directrice du syndicat d'énergie des communes de Flandre. Donc, on va rapidement rebalayer ce qu'on entend par énergie et compétences énergie pour une collectivité, notamment pour un syndicat d'énergie sur un territoire majoritairement rural et périurbain. Donc, on a des compétences fondatrices et historiques qui fondent l'existence même des syndicats, qui sont donc les compétences d'autorité organisatrice de la distribution publique d'énergie. Je vais peut-être enlever mon masque, on m'entendra mieux. Donc, nous gérons les concessions de distribution publique avec nos concessionnaires Enedis, EDF et GRDF. Et associés à ces compétences, donc des travaux sur les réseaux, notamment enfouissement des réseaux et rénovation de l'éclairage public. Donc, c'est vraiment une compétence qui est ancrée dans la transition énergétique, de par la gestion des réseaux et de par les travaux, notamment sur l'éclairage public, parce que je dis toujours, l'éclairage public, c'est la compétence la plus visible pour l'administrer, hein, puisque tout le monde a une lanterne d'éclairage public devant chez lui. Et quand on change l'éclairage public par de l'éclairage public en LED, eh ça se voit plus que quand on change la chaudière de l'école, par exemple. Ensuite, on a des compétences qui ont été développées et plébiscitées tout au cours des 10 dernières années, donc notamment le groupement d'achat d'énergie. Donc, pour ce qui concerne le syndicat d'énergie, on achète de l'électricité, du gaz propane et du fioul pour l'ensemble des collectivités de Flandre. Ça permet d'optimiser les coûts, de gérer aussi la problématique de la commande publique et puis de gérer les aspects techniques pour des collectivités qui, pour certaines, ne sont absolument pas formées aux questions énergie. On a également donc les compétences mobilité. Je pense d'abord aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques, hein, donc qui sont en plein essor, on en parlera juste après, et également aux bornes GNV, donc bornes pour notamment les véhicules utilitaires qui fonctionnent au gaz naturel. Et enfin, on a un volet de lutte contre la précarité énergétique. Donc ça, c'est un volet historique sur notre territoire où on accompagne les familles les plus modestes et en difficulté dans les relations avec les fournisseurs notamment. On a aussi développé un certain nombre d'autres compétences liées à la planification énergétique. Donc là, c'était quelque chose qu'on a fait en partenariat avec l'ADEME au cours du précédent mandat et qui nous a permis sur le territoire d'élaborer une stratégie énergétique du territoire avec des priorités et des objectifs à court, moyen et long terme. On a également mis en place un système de massification de la rénovation du patrimoine bâti de nos communes, puisque, comme vous le savez, on est sur un territoire rural, donc on accompagne les communes dans la rénovation de leurs bâtiments publics. Et enfin, on développe tout ce qui est énergie renouvelable. Donc, 2 axes principaux d'énergie renouvelable en Flandre. La première, c'est le solaire, donc avec des panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, solaires thermiques, un petit peu de chaufferie et ensuite des unités de méthanisation puisqu'on est un territoire majoritairement agricole et donc on a d'énormes gisements en matière agricole. Donc voilà pour les compétences qui sont exercées au titre de l'énergie par notre syndicat. Alors, très rapidement, notre syndicat, qu'est-ce que c'est? C'est un groupement de communes, 98 communes, 200 000 habitants, entre, en résumé, la communauté urbaine de Dunkerque et la métropole européenne de Lille. Nous sommes présidés par Michel Decolle, maire de Capelbroek. Et nous sommes historiquement créés depuis 1966, hein, comme on le disait tout à l'heure, autour des compétences historiques de distribution publique d'électricité et de gaz. Et on a pris un certain nombre de nouvelles compétences depuis ces années-là. Et on exerce maintenant 7 compétences optionnelles. Donc la grosse différence avec mon collègue de la communauté urbaine, c'est que chez nous, les compétences sont optionnelles. Donc chaque commune choisit de transférer ou pas la compétence. Et c'est ça, on va dire, la principale différence avec un EPCI à fiscalité propre. Voilà, et puis on a choisi de vous présenter un petit focus sur un projet qu'on mène en partenariat avec Enedis, donc notre concessionnaire de distribution publique d'électricité,
puisqu'on mène donc en partenariat avec eux une expérimentation de réseau électrique intelligent sur la commune de Volkerinkhof. Donc l'idée de vous présenter cette expérimentation, c'est de vous dire que ce qu'on appelle les smart grids, les réseaux électriques intelligents, ce n'est pas qu'une affaire urbaine, mais que ça peut aussi se développer sur des territoires ruraux et que ça a un vrai intérêt sur les territoires ruraux. Alors là, il se trouve qu'on est dans une commune où on a une unité de méthanisation qui produit de l'électricité verte en cogénération et qu'en cas d'avarie sur le réseau, notamment neige collante, verglas, on pourrait continuer à alimenter les habitants de la zone ainsi que les entreprises de la zone par un réseau îloté sur la moyenne tension HTA. Donc, c'est la première expérimentation en France sur réseau HTA. Donc, on est ravis de la mener donc, avec Enedis. Je salue Serge Martin et Magid Ziraoui qui doivent être dans la salle. Et voilà, donc l'idée, c'était de vous montrer que en zone rurale, on peut faire de l'expérimentation, on peut faire du pilotage et du smart grid. Voilà sur ce projet. Et puis là, on a un petit schéma de présentation où en fait, on explique que l'idée, c'est d'îloter le réseau, c'est-à-dire de le séparer le temps de l'avarie, de le séparer du réseau général et de continuer à alimenter donc, les habitations et ainsi que l'entreprise qui est sur le site. Et cela grâce à l'unité de méthanisation, mais également grâce à un moyen de stockage par batterie. Voilà, le projet est en cours de réalisation et si tout va bien, il sera opérationnel pour cet hiver. Donc, on pourra le tester en conditions réelles, neige, vent, verglas. Voilà. Et puis, en dernier point, un petit focus sur les perspectives pour notre syndicat. Alors d'abord sur la partie transition énergétique et accompagnement des territoires, notamment de nos communes et de nos communautés de communes, c'est d'abord l'acceptabilité des projets. On le sait, maintenant, c'est parfois compliqué de faire accepter à certains riverains des projets, je pense à des projets de mécanisation notamment. Faire émerger des formations et des emplois locaux liés à l'énergie. On se rend compte que ce soit pour nos propres services ou pour nos entreprises prestataires, on a parfois du mal à recruter des personnes qualifiées en matière d'énergie et donc c'est important qu'on puisse contribuer à la formation et aux emplois locaux. À titre d'exemple, au syndicat, on s'évertue à recruter régulièrement des apprentis, que ce soit école d'ingénieur, licence, etc. Information, sensibilisation, mobilisation des élus et du grand public, donc sur toutes les questions de transition énergétique. Il y a un vrai sujet sur l'acculturation aux questions d'énergie. Et enfin, massification des programmes de rénovation énergétique des bâtiments. Comme on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, on a la chance d'être lauréat de programmes nationaux qui s'appellent ACT, Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Et donc, on porte de vastes programmes de rénovation sur l'ensemble de nos communes, qu'elles soient urbaines comme les plus petites, les communes les plus rurales. Et enfin, synergie et complémentarité, donc faire de l'efficacité énergétique et de la production d'énergie renouvelable. On pense que c'est bien de faire de la production d'ENR, mais que ça ne peut pas se faire sans un patrimoine public exemplaire. Développement des énergies renouvelables et de récupération, stockage de l'énergie, on en a parlé tout à l'heure sur l'exemple de Volkerinkhof, réseau énergétique intelligent et tout ce qui est les questions de mobilité décarbonée. On travaille là avec la GUR depuis quelques mois sur le lancement d'un schéma directeur des bornes de recharge pour véhicules électriques. On travaille également sur un projet de bornes GNV à destination là plutôt des véhicules utilitaires. Donc voilà les perspectives et les champs de coopération pour notre territoire de Flandre. Et je vais passer la parole donc à mon collègue Arnaud Duquesnoy de la communauté urbaine de Dunkerque. Merci. Donc, bonjour Arnaud Duquesnoy. Donc, moi, je suis chef du service transition énergétique à la communauté urbaine de Dunkerque dans une nouvelle direction le 1er juillet qui s'appelle Direction aménagement des milieux et valorisation des territoires. Donc, pour rappeler la communauté urbaine, comme l'a dit Natacha, donc nous, en fait, on est le littoral du département du Nord, donc de à peu près 200 000 habitants, 17 communes, toute la frontière littorale. Particularité du territoire de la communauté urbaine, c'est qu'on est une grande plateforme industrielle portuaire.
On est engagé dans les démarches de plan climat. Donc là, d'abord, la communauté urbaine a été engagée dans des démarches volontaires. Maintenant, les plans climat sont devenus obligatoires. Donc là, le plan climat en cours, donc c'est un plan air, climat, énergie territoriale qui couvre la période 2015-2021. Donc on est en phase d'évaluation et on prépare le renouvellement du plan climat. Et adossé au plan climat, on est engagé dans une démarche de labellisation. Et en fait, c'est la démarche Citergie portée par l'ADEME. Et en fait, vous avez 3 niveaux. Vous avez Cap Citergie, Citergie et le niveau d'excellence Gold. Et en fait, la communauté urbaine fait partie des rares collectivités en France à être lauréat de ce label Gold. Généralement, à l'échelle européenne, c'est surtout les pays nordiques qui sont Gold dans Citergie. Donc là, vais vous présenter les compétences et les missions du service transition énergétique. Donc une petite aparté par rapport à ce que vous a présenté Natacha. En fait, je vous ai mis vraiment les compétences du service. En fait, depuis 2017, il y a eu une volonté de la communauté urbaine un peu de ventiler les activités énergie. Donc, par exemple, on évoquait un groupement d'achat d'énergie. Donc, en fait, la collectivité fait également ça pour ses communes membres. Maintenant, c'est porté par la direction des bâtiments qui gère les factures d'énergie de la communauté urbaine de Dunkerque. Toute la partie rénovation énergétique est portée maintenant par la direction Habitat avec un guichet d'information sur la rénovation énergétique, les aides, ainsi de suite. Tout ce qui est mobilité propre et douce est porté par notre direction mobilité. Donc, vous voyez, est resté les compétences un peu fondamentales et fondatrices. Donc, je vous ai mis un peu le timing. Donc, 98-2000, l'ACUD est devenue autorité organisatrice sur son territoire parce qu'avant, c'était les mairies qui étaient compétentes, qui étaient propriétaires des réseaux. Donc, en 98 pour l'électricité et 2000 pour le gaz, les communes ont décidé de transférer ça à la communauté urbaine de Dunkerque. Démarche volontaire à l'époque. Dorénavant, toute communauté urbaine métropole exerce ses compétences de droit. À l'époque, c'était une démarche volontaire du territoire. Donc, la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés, donc c'est ceux qui restent, ce qu'on appelle les tarifs bleus, la distribution publique d'électricité, la distribution du gaz naturel, avec les 3 mêmes délégataires que pour le SIECF. En 2014, donc, la communauté urbaine a pris la compétence création, aménagement, exploitation et gestion des réseaux de chaleur et de froid urbain. Et donc, exploite 2 réseaux de chaleur, le réseau de chaleur de Dunkerque, plus ancien, et le réseau plus récent de Grande-Synthe. Et donc, il y a eu une transfert de compétences. En fait, historiquement, le réseau de chaleur de Dunkerque a été créé à travers un syndicat communal. Après, au gré des fusions, ça a été porté par la mairie de Dunkerque et c'est la loi MAPTAM qui a donné la compétence et transféré à la communauté urbaine le réseau de chaleur. Donc, en fait, là, je vous résume un peu les activités du service. Le service transition énergétique, c'est sur la partie réseau, c'est 2 agents. Sur la partie énergie renouvelable, c'est 1 agent. Et on avait, on va dire, défriché et commencé à travailler sur les notions de sobriété énergétique avec un autre agent. Donc, bien sûr, il y a la gestion courante des délégations de services publics. Donc, on pourrait se dire, ça consiste en quoi? Il y a notamment travailler avec les délégataires sur les programmes de travaux. Il y a la partie suivi des redevances, perception des redevances, ainsi de suite. Relation aussi des fois avec les usagers ou les collectivités. Là, je vous ai mis un peu un focus sur tout l'à côté, mais ce qui contribue, ce qui s'attache aux délégations de services publics. Donc, entre 2015 et 2017, on a engagé des études de faisabilité. Suite à un premier schéma directeur des réseaux de chaleur, on s'est posé la question sur le territoire, où est-ce qu'on pouvait développer des réseaux de chaleur. Donc, nous, un peu, du fait de la particularité du territoire, avec notamment beaucoup d'industriels et de chaleur fatale, on s'est posé cette question-là. Donc, des études de faisabilité, donc à la fois sur Bourbourg, Coudekerque-Branche, Grande-Synthe, Gravelines, Lanne-Plage, à base de chaleur fatale, comme je disais, sauf pour Bourbourg, où là, on était sur les Amadelins. Donc, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, ce qui va être fait sur Warmont. Entre 2017 et 2020, donc, il y a eu la construction du réseau de chaleur de Grande-Synthe, donc suite aux études de faisabilité, et aussi l'extension du réseau de chaleur de Dunkerque. On verra un peu plus tard ce qui a lieu. En 2018, donc, on a engagé une étude sur la chaleur fatale territoriale. Il y avait notamment Pierre Radan, un ancien président de l'ADEME, qui disait le Dunkerquois, c'est le Qatar de la chaleur fatale. Donc, effectivement, vous verrez des chiffres, c'est énorme. Mais aujourd'hui, on capte et on valorise qu'une part infime. Donc, l'idée, c'est de se réfléchir comment on peut davantage capter la chaleur fatale.
Alors, on est engagé dans des sujets lourds, hein, je vous dis, le contrat de concession électricité avait débuté en 98, donc c'était un contrat de 20 ans. Donc, on a travaillé, ça prend quasiment 2 ans, hein, en renouvellement de cette délégation de service public, donc des discussions avec les délégataires en monopole, donc EDF et Enedis, mais avec une déclinaison locale. Donc, en fait, vous avez un modèle de contrat national, hein, élaboré par les associations représentant les collectivités, hein, que sont France Urbaine et FNCCR, mais il y a ce qu'on appelle une respiration locale, donc pour personnaliser le contrat sur différents aspects. Hein, donc c'est tout un travail d'échange, de discussion, de négociation avec les délégataires pour aboutir à la conclusion. Donc on a renouvelé cette DSP électricité donc en 2019 pour 20 ans. Et là, on est en plein dans le renouvellement de la DSP gaz naturel, hein, avec bien sûr un petit temps d'arrêt, mais après, on est passé beaucoup en distanciel pour le renouvellement de la DSP gaz naturel. Et là, l'objectif, c'est que le nouveau contrat commence au 1er janvier 2022. Sur l'aspect réseau de chaleur, donc là, on engage un nouveau schéma directeur. En fait, il faut savoir que les schémas directeurs, maintenant, réglementairement, sont valables 10 ans. Là, en fait, donc le premier schéma directeur de 2013, c'était voir où on peut développer des réseaux de chaleur sur le territoire. Maintenant, le nouveau schéma directeur, en fait, il concerne vraiment les 2 réseaux de chaleur existants. Et le but, ça sera de voir comment on peut les développer, les densifier et surtout augmenter leur part de chaleur fatale ou renouvelable. Hein, c'est ça un des focus importants. Sur l'aspect transition, hein, en fait, les réseaux d'énergie, pour nous, c'est un des vecteurs de la transition du territoire. Donc là, je vous ai mis un peu une illustration, comment ça se traduit à travers la délégation de service public. Donc, dans le cadre des discussions sur le renouvellement de la délégation de service public pour l'électricité, en fait, on a élaboré avec l'Enedis une convention de partenariat pour accompagner le territoire. Donc, ce n'est pas simplement desservir le territoire en électricité, c'est l'accompagner dans sa transition sur 2 aspects, transition énergétique et numérique du territoire. Et là, je vous ai mis les grands items. Donc, l'accompagnement de la transition énergétique par l'aide à la meilleure consommation, c'est-à-dire qu'avec les développements des compteurs intelligents, on a accès à beaucoup de données et donc des possibilités d'analyse, de retraitement, ainsi de suite. Le développement et la planification de la production d'électricité renouvelable. Donc là, l'intérêt, c'est de voir à partir des données de consommation où il est pertinent de mettre des ENR et surtout comment qu'elles soient facilement injectables sur le réseau. Hein, donc c'est tout ce travail d'adéquation entre offre et demande. L'accompagnement du développement territorial des projets d'aménagement et d'urbanisme. Sur le territoire de la communauté urbaine, on a plusieurs projets en rue. Et en fait, dans le cadre de ces projets-là en rue, on arrive des fois à carrément des reconstructions complètes de quartiers. Donc là, l'idée, c'est l'accompagnement, comment en même temps on profite pour refaire carrément le réseau électrique, le rendre intelligent, une nouvelle desserte. La production des bornes de recharge électrique, hein, ça implique des besoins supplémentaires. Donc, c'est tout ce travail d'accompagnement des projets. Et enfin, la recherche de solutions innovantes, créatrices d'emplois. Un exemple que évoquait Natacha, notamment sur l'histoire en cas de coupure électrique, de rendre autonome, ainsi de suite. Donc, on a différents projets dans ces questions-là. On est en cours, donc là, je ne vous ai pas mis de détails parce que le projet n'est pas validé, mais pareil, avec GRDF, on est en train d'établir une convention sur le même principe, avec peut-être une information. Nous, les centres, les items principaux, ça sera notamment comment contribuer à éradiquer le fioul. Hein, on sait que ça sera de plus en plus banni, donc là, comment on va éradiquer entre guillemets, les poches fioul. Un travail, bien sûr, sur notre territoire, sur l'hydrogène et sur le biométhane. Alors, comme je vous disais, nous, on a la particularité d'avoir 2 réseaux de chaleur et beaucoup de chaleur disponible. Donc, en fait, sur la partie réseau de chaleur, on est lauréat donc, de l'appel à projet national territoire d'innovation. Et donc, le projet Dunkerquois, qui englobe différentes thématiques, s'appelle Dunkerque Énergie Créative. Et dans le cadre de ce projet, on a une action qu'on appelle CHADI. En fait, c'est Chaleur Dunkerquois du digital. En fait, l'idée de cette action, c'est de permettre le data pilotage des 2 réseaux de chaleur. Et donc, concrètement, ce partenariat, donc la Caisse des dépôts, Eura Énergie, la communauté urbaine et les délégataires des 2 réseaux de chaleur.
qui sont partenaires du dispositif. Donc, en fait, concrètement, les délégataires vont poser sur les réseaux, équiper les réseaux de capteurs de température, pression, autres, mais beaucoup plus que ce qu'il y a déjà. Ils vont relier, rendre leur sous-station, leur équipement intelligent. Concrètement, sur le réseau de chaleur de Grande-Synthe, par exemple, toutes les sous-stations sont reliées à la fibre optique. Généralement, dans un réseau de chaleur actuel, c'est uniquement les unités de production. Donc là, et à Dunkerque, on fait pareil avec les équipements. Depuis un site donné, on pourra consulter tous les équipements du réseau de chaleur. Donc, vous voyez, des systèmes intelligents de remontée d'informations, de communication. Et en fait, derrière, c'est optimiser et permettre le data pilotage. Et donc, derrière, c'est quoi? En fait, c'est favoriser l'utilisation au maximum de la chaleur renouvelable sur notre territoire. Donc, en l'occurrence, de la chaleur fatale. Concrètement, c'est de dire, je mesure la température extérieure, je connais le besoin des usagers. Finalement, est-ce que je dois vraiment démarrer des unités au gaz naturel, par exemple, ou est-ce que je peux tenir, passer quelques heures et continuer simplement avec les énergies renouvelables et récupération. Donc, c'est vraiment ça. Donc, de la modélisation pour bien connaître le fonctionnement des réseaux, connaître les besoins des usagers et faire des scénarios. Température, fonction des moyens de production disponibles, parce que maintenant, sur le Dunkerquois, on a quand même plusieurs unités de chaleur de récupération et d'énergie renouvelable. Donc, l'idée, c'est comment utiliser à bon escient et de manière optimum ces utilisations. Donc, c'est un projet qui a coûté 5 millions d'euros et bénéficie de 937 000 euros de financement des territoires d'innovation. Alors, il y a des financements complémentaires régionaux à travers le Fratri. Donc là, je vous ai mis, donc nous, pour nous, c'est un enjeu majeur de la transition, c'est la valorisation de cette chaleur fatale. Donc, je vous ai mis un peu l'historique et nos exemples. Donc, 85, le réseau de chaleur de Dunkerque. Donc, actuellement, il fait 51 km, c'est le deuxième plus long réseau du Nord-Pas-de-Calais. Donc, 100 MW de puissance installée, 114 000 MWh de chaleur livrée. Ça fait à peu près 10 000 équivalents logements. Et en moyenne, il est alimenté à 57% par de la chaleur fatale. En 2008, donc, la communauté urbaine a reconstruit son centre de valorisation énergétique des déchets. Et là, plutôt que simplement les brûler, il y a eu valorisation de la chaleur de l'incinération. Donc, on produit de l'électricité qui est injectée sur le réseau et spécificité, tout le site est en autoconsommation. Donc, déjà à l'époque, on faisait de l'autoconsommation. En 2019, donc avec le délégataire d'Alkia, on a mis en service le nœud énergétique. En fait, cette fois, c'est l'interconnexion une interconnexion vapeur donc du centre de valorisation énergétique avec l'industriel de Druyon-Cohenberg et le réseau de chaleur. Donc, comme je vous dis, la source initiale de chaleur fatale du réseau de Dunkerque, c'était ArcelorMittal. Maintenant, on a donc, en plus de la chaleur qui nous est alimentée par le centre de valorisation énergétique, et cet industriel qui a aussi de la chaleur renouvelable à fournir. Donc, suivant les besoins, l'hiver, finalement, cette chaleur disponible alimente le réseau, mais étant donné que l'été, le réseau a moins de besoins, la chaleur est fournie à l'industriel qui a des besoins constants de vapeur. Enfin, en 2020, donc, je vous disais, on a construit le réseau de chaleur de Grande-Synthe, donc 17 km, 24 MW de puissance installée, à peu près 2800 équivalents logements. On va dire quasiment tous les bâtiments de la mairie de Grande-Synthe, tous les principaux logements collectifs sont raccordés au réseau de chaleur. Et vous voyez, là, il y a une montée. C'est qu'au début, c'est la première année de mise en service, c'est 72% d'énergie fatale. Dans les objectifs, c'est à peu près 95%. Alors, bien sûr, ces questions de chaleur fatale, c'est pour faire face aux enjeux climatiques. Il y a aussi un enjeu financier au point de vue fiscalité. Si le mix énergétique, donc le taux NRR est supérieur à 50%, c'est souvent pas assez connu, c'est que les factures des réseaux de chaleur sont à 5,5, donc TVA à taux réduite. Et on tend à augmenter ces taux, notamment pour avoir des aides pour construire un nouveau réseau de chaleur. Il faut de l'ordre des 65%, donc d'où ces taux plus élevés. Et comme je vous disais, suite aux études qui ont été engagées sur le territoire, avec le Énergie, le pôle énergie, et le travail avec les industriels qu'on a été voir, on a un gisement gigantesque sur le territoire de chaleur fatale qui reste à capter et à valoriser. Donc, je vous mettais, c'est à peu près plus de 5 TWh, ça fait à peu près 493 000 équivalents logements. Donc, clairement, ce n'est pas l'urbain qui va pouvoir valoriser cette chaleur fatale.
Donc, c'est pour ça qu'il faudra se tourner vers les industriels et donc des réflexions en cours aussi en lien avec le GPMD pour dire voilà comment l'industrie de demain va pouvoir valoriser cette chaleur fatale. Hein. Donc, l'idée, c'est de dire voilà, sur le territoire, on peut accueillir des entreprises et en plus, elles auront une chaleur entre guillemets fatale à un prix, on va dire, stable par rapport aux énergies fossiles. Donc, ça peut être un enjeu d'attraction supplémentaire du territoire auquel les collectivités, le port travaillent là-dessus. Ouais. Merci beaucoup. Donc, je vais juste faire une petite manipulation technique. Hop. Avant d'entamer la suite. Hop. Voilà.